Chapitre 10 Modélisation des transformations physiques. Nous allons commencer par des petits rappels de collège. Petit rappel de 5e sur les changements d'état. Je vous rappelle qu'il existe 3 états, solide, liquide, gaz. Qu'entre ces 3 états, il existe 6 changements d'état parce que je peux aller dans un sens ou dans l'autre. L'eau à l'état solide peut se transformer en eau à l'état liquide, c'est la fusion. L'eau à l'état liquide pour redevenir solide, c'est la solidification. Et c'est valable pour les trois états. Je vous rappelle qu'on parle ici de changement d'état physique, nous parlons d'une transformation physique, nous ne parlons pas d'une transformation chimique. La différence entre les deux, c'est que dans une transformation physique, toutes les substances que j'ai au départ, toutes les molécules, tous les atomes, tous les ions qui étaient présents au départ, je les ai toujours à la fin, alors que dans une transformation chimique, j'ai certaines de ces substances, certaines de ces entités qui disparaissent. Des molécules vont se casser et les atomes vont se réorganiser pour former de nouvelles molécules, par exemple. Ou des atomes vont s'attacher pour former une molécule. Donc ici, on parle essentiellement des états. Je vous rappelle que les états, c'est le programme de 4e. Les états sont liés à la théorie particulière de la matière. Je vous rappelle Démocrite contre Aristote, blablabla. Et je vous rappelle que donc dans l'état solide, les atomes ou les molécules sont organisés, ils sont rangés et ils ne peuvent absolument pas bouger. Je vous rappelle qu'à l'état liquide, les atomes ou les molécules sont au contact, en tout cas très proches les uns des autres, ils sont liés entre eux, en tout cas attirés les uns par les autres, ils ne peuvent pas s'écarter. Par contre, ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres, ce qui explique qu'à l'état liquide, un corps puisse changer de forme. Enfin, à l'état gazeux, les entités ne se touchent plus, elles sont très éloignées les unes des autres, elles flottent dans le vide ou dans l'air. Elles sont très éloignées et elles sont en mouvement, elles se déplacent en permanence. C'est le vide qu'il y a entre les atomes ou entre les molécules qui fait qu'on peut comprimer un gaz puisqu'on peut forcer les molécules d'air par exemple à se rapprocher. Ce qu'on dit pour un corps pur est aussi valable pour un mélange. Je vous rappelle qu'un mélange, c'est des molécules de l'une des substances et des molécules de l'autre substance, normalement dans le même état. Donc les transformations physiques, je vous rappelle qu'il y en a de 2 types. Il y a les changements d'état, on vient d'en parler, et il y a aussi les dissolutions. On en a parlé au début de l'année, par exemple le sel solide que je mets dans l'eau qui va se dissoudre et disparaître dans l'eau. En fait, il va se décomposer en ions Na+, et Cl- dans le cas du sel. Mais donc une substance que je mets dans l'eau qui se dissout dans l'eau, qui forme une solution, c'est aussi une transformation physique. Au collège, on avait vu comment résumer une transformation chimique. Une transformation chimique, on a vu ça en 4e. On écrit les substances chimiques qu'on a au début, qu'on appelle des réactifs. Alors, par exemple, dans le cas présent, c'est la combustion du méthane. J'ai du méthane et du dioxygène, CH4 et O2. En l'occurrence, il me faut 2 molécules de O2 pour avoir assez d'atomes d'oxygène, qui se transforment en nouvelles substances qu'on va appeler les produits. Donc là, en l'occurrence, mon produit, c'est CO2, du dioxyde de carbone et H2O, 2 molécules d'eau. En l'occurrence, pour évacuer tous mes atomes d'hydrogène, il faut que je forme 2 molécules d'eau. C'est la conservation de la matière de Lavoisier. Et bien de la même façon, on va pouvoir résumer une transformation physique par une équation. Alors dit comme ça a l'air un petit peu bête parce qu'une transformation physique, j'ai toujours les mêmes substances. Donc ça me donne l'eau se transforme en eau. Bon, c'est un petit peu bête. Donc forcément, il y a une astuce. L'astuce, c'est qu'on va mettre entre parenthèses ce qui change. Donc par exemple, je vous ai mis ici la fusion de l'eau. Donc j'ai de l'eau à l'état solide qui se transforme en eau à l'état liquide. Eh bien, entre parenthèses, derrière la substance, derrière H2O, l'eau, je mets un petit S du côté des réactifs pour indiquer que c'est bien de l'eau solide, donc de la glace, qui se transforme en eau avec un petit L derrière, donc en eau liquide. J'ai donc bien de la glace qui a fondu. Et de la même manière, pour les dissolutions, eh bien, on va indiquer qu'on a mis la substance en solution dans l'eau en indiquant entre parenthèses AQ. AQ, c'est pour aqueux puisqu'on fait des solutions aqueuses. En seconde, on ne s'intéressera qu'aux solutions aqueuses. Donc par exemple, ici, je vous ai mis la dissolution de HCl, l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique va se transformer, je vais le mettre dans l'eau, il va se dissoudre et donc ça va se transformer en acide chlorhydrique aqueux. 3. Échange d'énergie.
Là, on aborde vraiment la nouvelle partie, la partie vraiment importante du programme de seconde. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les transformations, qu'elles soient physiques ou chimiques, il y a un échange d'énergie. Toujours. Si je ne donne pas d'énergie, il n'y a aucune chance que quelque chose bouge. Et cet échange d'énergie, l'énergie, ça se nomme grand E, comme dans l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique que vous avez vu en troisième. Donc grand E, et comme c'est un échange, il y a une variation, on met devant un delta. Comme quand on a calculé une vitesse, on mettait delta t pour dire la variation du temps. Là, c'est la variation de l'énergie, donc delta E. Donc, pour transformer de l'eau à l'état liquide, en eau à l'état vapeur, il faut que je chauffe, il faut que je donne de l'énergie, donc je vais amener de la chaleur, et cette chaleur que je donne, cette énergie que je donne, je vais l'appeler delta E. À retenir et à comprendre, il y a deux possibilités. Soit ma réaction a besoin d'énergie, il faut que je lui donne de l'énergie. Par exemple, pour faire bouillir de l'eau et la transformer en vapeur, il faut que je lui amène de l'énergie. Soit ma réaction va émettre de l'énergie. Alors par exemple, la vapeur d'eau bouillante qui vient se coller sur la vitre, elle va donner sa chaleur à la vitre va chauffer, l'eau va refroidir et va redevenir liquide. Donc la vaporisation demande qu'on lui donne de l'énergie, c'est une réaction qu'on dit endothermique, on met de la chaleur dedans. Et la réaction inverse, donc la liquéfaction de l'eau, la vapeur d'eau qui redevient liquide, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire la vapeur d'eau donne sa chaleur, elle se débarrasse de son énergie, ça lui permet de redevenir liquide. Faites attention, il y a ici quelque chose de très contre-intuitif. Si la réaction est endothermique et donc elle consomme de l'énergie, delta E va être plus grand que 0. Si la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle donne de l'énergie, delta E est plus petit que 0. C'est un peu contre-intuitif, on se dit que si c'est exothermique, ça va me chauffer, ça va me donner de l'énergie, et donc a priori ça devrait avoir un delta E positif. Mais en fait non, parce qu'on se met dans le cas du système, on étudie le système. Ma vapeur d'eau, elle perd de l'énergie, donc son delta E est négatif. Le delta E de la vapeur d'eau, le delta E de l'eau. Ma vitre, elle va chauffer, elle va gagner de l'énergie. Le delta E de la vitre sera positif. Mais le système que j'étudie, la vapeur d'eau, elle perd de l'énergie. Donc, dans le cas d'une réaction exothermique, le delta E est bien négatif. Et à l'inverse, dans le cas d'une réaction endothermique, on lui a donné de l'énergie. Elle a besoin qu'on lui donne de l'énergie et donc son énergie va augmenter puisque je lui en donne. Donc son delta E sera bien positif. Faites attention, là il y a un vrai piège. Énergie de changement d'état. Petit rappel de collège, loi de conservation de l'énergie. L'énergie, je ne peux jamais ni la créer ni la détruire. Je peux uniquement la transférer ou la convertir. Je vous invite à vous référer à vos cours de 3e sur les diagrammes de conversion d'énergie que vous avez dû réviser pour le brevet. Bien, une fois qu'on a posé ça, si l'énergie, je ne peux pas la détruire, ça veut dire que mon système, s'il a perdu de l'énergie, cette énergie, elle n'a pas disparu. Donc forcément, l'énergie qui est perdue par quelqu'un, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. L'énergie qui est perdue par un système, elle est gagnée par un autre. Et inversement, l'énergie qui est gagnée par un système, c'est qu'elle a été perdue par un autre. C'est un petit peu un jeu de vase communicant. S'il y en a un qui gagne, il y en a un autre qui perd, obligatoirement. C'est un peu le même principe que quand on a fait la création des ions. Donc il existe un flux d'énergie. Un flux d'énergie qu'on va noter grand Q. Donc un flux d'énergie, c'est-à-dire il y a une quantité d'énergie qui sort d'un système et qui va dans un autre système. C'est un flux d'énergie. C'est ce que vous faisiez en 3e quand vous faisiez une flèche pour représenter un transfert d'énergie dans vos diagrammes de conversion d'énergie. Formule à connaître et à savoir utiliser. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent vise uniquement à introduire cette formule dont vous aurez besoin plus tard. C'est vraiment, on pose ici une base. Bien. Cette formule un petit peu bizarre. Q égale delta E égale M fois L. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ?
Prenons les termes un par un. Grand Q, c'est mon flux d'énergie. C'est de l'énergie qui circule d'un système vers un autre. Grand Q est égal à delta E. Delta E, on a dit que c'est l'énergie qui est soit gagnée, soit perdue par le système que j'étudie. J'aurais presque pu la compliquer un peu et mettre grand Q est égal à delta E1 est égal à delta E2. Le flux d'énergie est égal à l'énergie qui est gagnée par l'un de mes deux systèmes, qui est égal à l'énergie qui est perdue par l'autre système. Bien. Donc, le flux d'énergie est égal à l'énergie qui est gagnée ou perdue par le système que j'étudie, est égal à M fois L. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? M, c'est la masse. Pourquoi la masse? C'est l'énergie qui sert à faire changer d'état la matière. Et donc elle est forcément proportionnelle à la quantité de matière. Je vous rappelle que la masse, c'est la quantité de matière. Elle est forcément proportionnelle à la quantité de matière. Si je veux faire fondre un glaçon 10 fois plus gros, il va falloir que je chauffe 10 fois plus. Jusque-là, c'est assez clair. Et grand L. Grand L, l'enthalpie de changement d'état. Ça, c'est une nouvelle constante physique qui est un petit peu compliquée à comprendre et qu'on pourrait imaginer comme étant l'inertie de mon système. C'est-à-dire, en fait, est-ce que la substance que j'étudie va facilement changer d'état ou pas? En fait, elle, ça me dit quoi? Ça me dit, est-ce qu'il me faut beaucoup d'énergie pour transformer 1 kg d'eau liquide en vapeur? Est-ce que pour séparer mes molécules d'eau qui sont encore attachées, pour qu'elles se détachent et qu'elles s'envolent, est-ce qu'il faut que je leur donne beaucoup d'énergie ou un petit peu? Est-ce que si j'ai de l'eau liquide, si je veux que mes molécules s'immobilisent complètement, est-ce que j'ai beaucoup d'énergie à leur prendre, à leur enlever pour que ces molécules arrêtent de bouger et qu'elles restent fixes pour former un glaçon? C'est ça, elle. C'est vraiment la quantité d'énergie qu'il me faut pour changer d'état, c'est-à-dire pour recoller ou détacher ou arrêter ces atomes et ces molécules. Et bien sûr, grand L va dépendre de la matière, parce que probablement, si je veux faire fondre du fer, les atomes de fer, c'est pas des molécules d'eau, et peut-être ils se tiennent entre eux beaucoup plus fort, ou peut-être beaucoup moins fort que les molécules d'eau, et du coup, il va falloir que je donne beaucoup plus d'énergie pour séparer des atomes de fer que pour séparer des molécules d'eau, ou inversement d'ailleurs. Donc, grand L, c'est ça. Voilà, grand Q, le flux d'énergie, est égal à l'énergie qui est gagnée ou qui est perdue par le système que j'étudie, est égal à la masse de mon système, fois l'enthalpie de changement d'état de la matière qu'il compose.